Au niveau de l'industrie, on a beau avoir fait un disque d'or avec Lunatic, l'industrie de la musique, donc les maisons de disques et tout ce qui s'y rapporte, ne croit pas en un album solo de Booba. Ok. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Jean-Pierre, bienvenue sur Dose. Merci de l'invitation. Bah, je t'en prie, bienvenue dans notre interview parcours. La première question que je pose à chaque fois, c'est si je devais commencer le parcours de notre invité, savoir où est-ce que son parcours commence justement. Si je devais te demander toi de manière un peu métaphorique comme ça, où est-ce que ton parcours commence, tu me dirais quoi? Tu me dirais où? Alors, ça commence précisément, moi, quand j'ai été journaliste, comme toi, dans une autre vie, journaliste en presse écrite, parce que moi, en fait, j'ai toujours kiffé le rap. J'étais d'une époque où on n'aurait jamais imaginé en vivre, tu vois. C'était pas un métier du tout, hein. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, ça a été une réalité, parce que c'était mon job. Et aussi, après, c'était un truc que je faisais tout le temps, tu vois. Alors qu'à la base, c'était vraiment quelque chose à côté. Donc, c'est vraiment quand j'étais journaliste, en fait. C'est une profession que tu débutes à la suite d'un stage que tu fais, c'est ça? Alors que tu es en BTS marketing. Ouais, c'est ça, exactement. On est en quelle année? Et quand tu commences ce stage, c'est quoi ton rapport déjà avec la culture rap? Alors, c'est dans les années 95, 94. Ok. Moi, j'ai jamais rappé, dansé, tout ça. Je suis pas le genre de mec à faire ça parce que je savais que je serais trop nul, tu vois ce que je veux dire. T'as jamais eu même une tentative de... Non, ça vanait trop, Okay. tu vois. Mais j'ai toujours kiffé ça. En fait, moi, je suis de cette génération où il y avait, t'avais que la variété française et t'avais funk soul, donc c'était vraiment la musique des quartiers, tu vois. Et après, t'as le rap qui est arrivé d'un coup, tu vois. Ouais. Donc, HIP, HOP, Dynasty, etc. Tu vois, ça s'est succédé comme ça. Et donc, du coup, bah, forcément, c'est la première musique à laquelle je me suis identifié, ma génération s'est identifiée, tu vois. Et donc ça a été ça mon premier rapport. Ce qui est différent par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y avait le côté hip-hop. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est que c'est une culture en fait où tu prends plusieurs éléments et pas que la musique. Ouais, c'est un lifestyle, hein. C'est-à-dire, tu as des potes graffeurs donc qui vont déchirer les trains vraiment le soir, tout ça. Des potes DJ, rappeurs forcément. Beaucoup de nanas aussi qui dansaient, tu vois, dans les maisons de quartier, tout ça, etc. Donc moi, j'étais plus, tu vois, j'étais plus le gars en mode « Ah tiens, t'as un truc. Ah, ton texte, ça. Ah, tu peux faire ça. » Ou je conseillais même, tu vois, des potes danseurs, tout ça, etc. J'organise des trucs aussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait un BTS commercial parce que j'organisais, en fait, je organisais des événements marketing et je faisais que des trucs en rapport avec le sport et la musique. C'était mon truc. Donc, il y avait le sport aussi, du coup, NBA 94-95, c'était les années Jordan, tout ça. Donc, entre le hip-hop et le basket et tout, on vivait en mode, le modèle, c'est les États-Unis, tu vois. On était Mais du coup, carrés. tu as réussi à faire tu t'es servi en fait de tes études comme un tremplin pour, on va dire, rentrer dans quelque chose, dans un mouvement qui te passionnait. Sauf qu'au début, quand tu fais ça, tu n'as pas pour vocation d'y rester forcément, ou en tout cas de devenir journaliste. En fait, c'est pas aussi clair que ça parce que déjà, la musique, le sport, tu te dis pas que tu vas vivre de ça. Moi, les études, c'était vraiment... bon, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais plus en mode je glande qu'autre chose, tu vois. Maintenant, moi, il y a qu'un truc, il y a pas mal de matières qui m'intéressaient. J'ai toujours été assez bon en français, j'aimais beaucoup cette matière-là. Et donc, du coup, comme j'aimais beaucoup le marketing, déjà à la base, en soi, comme matière, c'est un truc que je travaillais beaucoup. Je lisais beaucoup tout ça, tu vois, parce que ça me fascinait. Et après, quand il y a le premier label américain, qui faisait du coup du marketing, les Didi, les Russell Simon, tu vois, tous les noms en fait qui étaient au tout début quand on lisait Deux Sources et tout ça. Je trouvais ça ouf parce que je comprenais le lien entre tout ça. Et donc, moi, c'était mon fil conducteur. Et donc, du coup, après, de fil en aiguille, tout s'est agencé en fait, tu vois. Et en plus, bizarrement, par le biais du journalisme, qui est qu'un peu à l'antipode du marketing. Mais après, tout se rejoint. Du coup, on arrive en 94-95, tu arrives à l'affiche. À cette époque-là, c'est le monument, en tout cas, la référence en termes de presse en France. Tu y rentres pour... quelles sont tes premières fonctions là-bas? Moi, au départ, je suis rentré là-bas par le biais du commercial. Donc, en fait, c'est un peu long à expliquer, mais je vais essayer de condenser tout ça. En gros, je développais les partenariats de l'affiche avec différentes entités, etc. J'étais en stage, tu vois. Ça s'est super bien passé. Ils me rappelaient pour des événements.
Et comme moi, je m'intéressais au rap français et qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes là-dessus, donc quand, par exemple, il y avait les Francopholies de La Rochelle et tout, j'étais le mec qui savait qu'un tel avait envoyé sa maquette, s'ils avaient répondu ou pas, etc. Tu vois. Donc c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont dit, vas-y, propose-nous un truc. Direct, j'ai proposé une rubrique qui s'appelait l'Underground parisien, parce que c'est l'époque de l'effervescence, en fait, du rap underground, qui était vraiment à l'antichambre, tu as vu, du rap mainstream, des IAM, Solar et tout, mais dont personne ne parlait. Et donc, du coup, j'ai développé j'ai proposé cette rubrique. Et en fait, ça a pris tout de suite parce que tu as vu, il y avait une effervescence de dingue. Ouais, tu vois, et donc, c'est des mecs qui sont devenus après les stars d'aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire que toi, tu te retrouves à avoir cette espèce de pendant français de la Unsigned Hype de The Source, en gros. Exactement. Sur qui tu tombes? C'est quoi la première, par exemple, la première colonne que tu as écrite? J'ai fait un truc sur la mode, moi. Ok. La première, je me rappelle de mon premier article, c'est un truc sur la mode urbaine. Le premier article, ça devait être La Brigade. Ok. Chaud. Parce que j'ai croisé beaucoup, tu vois. J'étais beaucoup dans les magasins spécialisés sur Paris, tu sais, les LTD, Urban Music et tout. Donc je croisais beaucoup les artistes. Et après, ça a pris. Je faisais 3-4 artistes par rubrique. Après, du coup, tu rencontres, tu es amené à mettre la lumière sur les Sages Pau, notamment. Ouais. Diams aussi, très tôt. Diams, très tôt, ouais. Diams, j'avais rencontré. En fait, j'avais rencontré Black Mozart, qui est un beatmaker, qui travaille avec le Ménage à Trois. Et je croise à la Fnac des Halles. Et en gros, on était toujours en train d'écouter du son, discuter et tout. Il était avec elle. Mais je lui dis bonjour, mais elle n'était pas connue, elle n'avait rien fait, tu vois. Et à un moment, je parle à Black Mozart, je lui parle d'une rappeuse qui s'appelle Nemesis. Et là, Diams, elle me dit, mais moi, je rappe aussi, tu vois. Elle était toute petite, elle avait une petite voix aiguë et tout. Je dis, ah ouais, et tout. Elle me dit, ouais. Je dis, vas-y. J'avais aussi une émission sur Génération à l'époque, un talk show qui s'appelait Sans Dents, tu vois, avec David Comeyas et Yasmina. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, passe dans l'émission, comme ça tu vas rapper, on va voir ce que ça donne, quoi. Et c'est comme ça que j'ai halluciné, en fait, sur son niveau, et que j'ai commencé à écrire les premiers articles sur elle. Mais tu vois, l'arrivée de Lunatic, ça, en gros, Lunatic révolutionnait comme la Clica avait révolutionné avant eux. Donc il y avait ce truc, en gros, rap social, NTM. Après, tu as la Clica qui a ramené un truc carré. Et après, tu as Lunatic qui a ramené un truc encore plus deep, tu vois. Quinry, Street en même temps, Mob Deep, tu vois, Quartier, tout ça. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est des trucs, en temps réel, je voyais qu'il se passait quelque chose. En fait, cette école du rap du 92, entre guillemets, même après Time Bomb, je sais que très tôt, on t'en parle. Et tu prends cette vague et cette école de rap très rapidement. Et en plus, au début, on voit, entre guillemets. Moi, en fait, sur Time Bomb, tu vois, je suis... t'as les Little MC qui passent dans mon coin. Je suis un mec du 7-8. Ils passent dans une salle de concert dans mon coin. Et je vais voir DJ Sec et je lui dis, je suis journaliste et tout, je fais des articles, j'aimerais bien faire un article sur les Little. Et il me dit, ah ouais et tout. Et en fait, lui, il était en train de quitter les Little. Donc, il me donne ton numéro, il me dit, je te parlerai d'un truc. La soirée, il se passe, tranquille et tout. Et il me dit, voilà, je monte un nouveau truc, ça s'appelle Time Bomb. Déjà, moi, je suis choqué parce que j'apprends qu'il est en train de quitter. Il me dit, je monte un autre truc. Il m'a filé une cassette, donc la cassette de la compile Time Bomb. Donc, je suis chez moi, je suis en train de gratter mes articles, tu vois. En plus, à la mano, à l'ancienne, tu vois. J'écris mes articles. Et donc, j'écris mes articles et tout. Et je dis, ah tiens, il y a la cassette de Sec et tout, je vais la mettre. Je mets la cassette. Et là, j'entends X-Men, j'entends la compil, tu vois. Donc, j'arrête d'écrire, tu vois. Parce que j'étais en mode, je vais écrire. En plus, j'étais en retard et tout. Donc, j'appelle Cachin et je lui dis, je change tout ce que j'ai prévu d'écrire. Qui était rédacteur en chef. Rédacteur en chef, de l'affiche, exactement. Et je lui ai dit, je vais tout changer parce qu'il y a un truc qui est révolutionnaire et tout. Donc j'écris sur Time Bomb parce que là, je pète un plomb sur... Lunatic n'était pas encore dedans, mais tu vois, sur les X-Men et tout ça, etc. Ouais, il y a déjà... Ouais, de fou. Et donc voilà. Et après, j'ai commencé... donc j'ai pris la vague dès le début. J'étais scotché parce que... Tu vois, on passait en mode de la préhistoire à l'an 2000 d'un coup, tu vois, en termes de flow. Là, on est en quelle année? Je sais qu'à un moment, notamment, on t'envoie à New York. Contre ton gré. Ouais. Quasiment. T'as bien fait tes doigts. Hein? T'as bien fait tes doigts. Et donc, du coup, il y a ces deux choses-là qui se passent. La radio, c'est peut-être un tout petit peu après, mais 96, 97, en tout cas, tu es encore à l'affiche et tu t'écris et tu fais des véritables... En fait, moi, au départ, je suis entré comme pigiste. Après, je monte les échelons, je passe chef des infos. Le rap français se développe de plus en plus. Donc, tu vois, les mecs dont je parlais dans ma petite rubrique, que ce soit Oxmo Puccino, même La Brigade,
Jam, tout ça, etc. Moi, il y a toute la vague Mafia, Kafri, tout ça. J'ai écrit pas mal d'articles sur eux. J'étais au début du 113, leur tout premier projet, voilà, Idéal J, le premier ghetto français, tout ça, etc. Tu vois. Donc, on se rend compte que c'est pas suffisant. L'espace sur ma petite rubrique ne me suffisait pas. Et moi, j'avais eu le temps de faire un peu mes armes, tu vois, en termes d'écriture, de rédac, de remise des éléments et tout. Jay-Z, je l'ai fait à... En fait, Jay-Z, je l'ai fait à Londres. Ok. Je l'ai fait à Londres. Et moi, j'avais grave poussé son premier album, tu vois, dans l'affiche. Et quand il sortait, je crois que c'était c'était son deuxième album. Il n'était pas big de ouf et tout. Okay. Et il y avait... c'est quoi, c'est le In My Lifetime volume 1 ? C'est exactement. J'ai trop peur de parler de Jay-Z avec Driver dans la pièce, mon frère. Ah, je fais Driver, une erreur sur un titre. Il guette tout. Et du coup, je fais l'interview à Londres. Ouais. Et mais quand je fais cette interview, comme il n'est pas super connu, c'est facile pour moi de pouvoir le faire. Parce que tu vois, les gros artistes, c'était Olivier Cachin, tu vois. C'est lui le boss. Voilà, c'est lui le boss du truc. Mais je peux te dire que quand il a sorti, il a pété avec Arm Not Life, il n'y avait plus de JP qui fait le truc, tu vois. Mais déjà à l'époque, c'était assez ouf parce que genre, il n'avait pas beaucoup de temps et il était KO et tout. Ouais. Et l'anecdote que je pense que sur laquelle tu es tombé, c'est que beaucoup de gens connaissaient Jay-Z, tu vois. Donc quand je lui dis, c'est vrai, à un moment, quand dans ta punchline, tu dis qu'aujourd'hui, tu dépenses l'argent que tu as gagné en 88, il est mort de rire, tu vois. Et là, il se relève et vraiment, il se donne dans l'interview. Le mec, il ne voulait pas faire de photos, tout ça. Ouais. L'attaché de presse, il s'est mis à genoux devant lui. Hein, à genoux? Ouais. Je vois l'attaché de presse qui se met à genoux, qui lui dit s'il te plaît, vas-y, accepte et tout, il se met à genoux, les quinries, c'est un truc, tu vois. Là, je me suis dit, c'est une dinguerie. Puis le photographe qui prend les photos et qui lui parle en même temps, c'est Xavier Dono, tu vois, qui lui parle en même temps, tu as vu, pour qu'il n'ait plus la notion du temps. Et il dit, je sais ce que tu es en train de faire et tout, mais là, tu sais quoi, depuis tout à l'heure, tu prends des photos, il y a ton cash sur le truc, tu vois. Donc, j'étais mort de rire, tu vois, le mec, il était vraiment... Entre-temps, il y a un chapitre que je voudrais qu'on aborde rapidement, c'est la compilation Sans Dents, qui est en parallèle de cette émission de radio que tu fais, et qui est une compile quand même assez... légendaire, en vrai, qui a été réédité il n'y a pas longtemps. Ouais, tout à fait. S'il y a toujours des petits vinyles qui traînent, voilà. Une compile notamment sur laquelle on retrouve Lunatic, Arsonic, Kazé, qu'on adore. Des freestyles, c'est de l'impro, je crois, Chariot, Sadi Kasken, etc. Qui se... Comment ça te vient en tête? Parce qu'au final, ce sera les prémices de ce que de ta deuxième carrière. En fait. C'est vrai. C'est James qui fait l'intro. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, tu as le fameux Lunatic Arsonic, tu vois. Moi, c'est un morceau que j'avais envie d'entendre moi-même. En fait, j'ai appelé chacun des mecs, j'ai dit, t'as envie de faire un truc historique? Les mecs, ils rigolent, tu vois, quand Pino rigole. Après, je dis quoi? Faire un morceau avec Booba, il me dit, mais Booba, il dit quoi? J'appelle Booba, tu veux faire un morceau historique? Tu vois, j'étais en mode... Toi, tu savais déjà qu'en proposant ça, t'étais dans l'histoire, quoi qu'il en soit. T'as les deux plus grands groupes, on va dire, entre guillemets... Mais c'est même pas pour être dans l'histoire. C'est moi, j'avais juste envie personnellement d'entendre ça en fait. Ouais, tu vois. Faut se faire des kiffs. Voilà, c'est ça. C'était juste en mode. Bon, je savais que ça allait plaire un max de monde et tout, mais tu vois, c'est avec le recul quand le projet est sorti et que j'ai vu l'engouement autour du projet, parce que moi j'étais le premier surpris. Moi, à ce moment-là, je suis journaliste. Ouais. Donc moi, j'écris mes articles, je suis salarié, je fais mon truc. Après, je dis tiens, j'ai envie de faire une mixtape parce que j'avais une idée déjà de comment, tu vois, de direction artistique, de type de projet que j'avais envie d'écouter et tout. Ah, tu avais déjà ça en tête par rapport à peut-être ce que tu écoutais sur le marché Quinry, etc. Ouais. Je sais pas si c'est bruit, mais je sais qu'à l'époque, tu avais réputation d'archiver beaucoup de choses et de, comme à la manière de DJ Clue, d'avoir beaucoup d'exclusivité, etc., que tu récupérais à droite à gauche par des moyens qui te sont propres et que nous ne révélerons pas, c'est pas le sujet. C'est quoi les pépites que tu as dans un genre de coffre secret à archives de morceaux que les gens n'ont jamais écoutés? Il est bon. Ou de chutes de studio, ou même de unreleased. Beaucoup, hein. Ouais. Beaucoup. À l'époque, il y avait un morceau d'Oxmo avec Zoxy qui était sur une compile. Et en fait, je sais pas, ils ont une galère. Il y a une galère sur le prod, je sais pas quoi. Donc du coup, ils ont broyé tous les CD. À l'époque, c'était déjà éditionnaire. Ouais, voilà, tu vois, ils broient les CD, tout ça, etc. Tu passes pas dans la corbeille, voilà. Tu dois le détruire. Tu vois, donc ils avaient récupéré les CD de tout le monde et tout ça. Et moi, donc du coup, ils demandaient à tout le monde de renvoyer le CD. Moi, j'ai renvoyé le CD, mais avec un faux CD à l'intérieur, j'ai regardé le vrai CD. Ça, c'est bien. Total, tu vois. Donc j'avais cette anecdote-là. J'ai quoi d'autre? Ouais, le truc était ouf. C'est le morceau d'Oxmo sur la compile de Mistadi. Il y a un morceau d'Oxmo avec... En fait, c'est un morceau d'Oxmo tout seul aujourd'hui.
Et à l'époque, tu avais Booba qui faisait le refrain. Okay. Mais comme Booba, il était en prison et tout, moi, je suis en studio avec Mistadi à ce moment-là. Et Mista reçoit un appel en disant il faut que tu retires les voix de Booba du refrain, tu vois. Et donc après, il efface ce truc, mais avant d'effacer, je sors une cassette. Moi, je me baladais tout le temps avec des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes et tout, tu vois. Donc je lui ai dit vas-y, enregistre-moi le truc et tout. Donc il m'a enregistré le truc. Et le morceau, en fait, c'était Oxmo avec Booba au refrain, quoi, tu vois. Sur Lunatic, de toute façon aussi, parce qu'il y a des versions de morceaux qui sont pas sorties, ou même des morceaux même qui n'étaient pas sortis, mais il n'y en a pas beaucoup non plus, tu vois. Il y avait aussi un album, enfin, là tu me ramènes dans des trucs, hein. Il y avait un album, okay. Il y avait un album de Lunatic qui aurait dû sortir. En fait, il y a eu un premier album avec les Oxy, tout ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a le Black Album, il y a un album avec Zoxy à l'époque via Jimmy J qui devait sortir. Incroyable. Qui n'est pas sorti, ouais. Un Zoxy Jimmy J en prod. En prod. Pour sortir un album Lunatic. Ok. Et ensuite, après, bien plus tard, ils avaient commencé à faire des titres aussi. Avec un autre, c'était Géraldo qui était déjà dans l'histoire, avec un autre producteur, il y avait déjà des Viens danser avec Lunatic, tout ça, etc. Donc ça, j'avais 5 titres, un truc comme ça. Je me rappelle que Salif, comme il était fan de Lunatic, Salif de Boulogne, du coup, lui, il me filait des morceaux, je lui filais des morceaux, tout ça. Mais non. Ouais. Pour avoir des exclusivités. Ouais, de ouf. Pour étudier des couplets. De ouf. Tu m'as envoyé une perche assez sympa, parce que du coup, tu as mentionné Booba. Ouais. Et c'est vrai que ça va être lui qui va faire la transition vers le prochain chapitre de ta carrière, du coup, qui sera le chapitre 45 scientifique. Parce que, déjà, vous allez monter le label ensemble. Ouais. Je me demande justement, avant de parler de ça, quelle relation tu as avec Booba à ce moment-là? Donc, je ne sais pas en quelle année on est précisément, à la veille de la création de 45 scientifique. Pour que justement il se passe l'anecdote à laquelle on viendra après, où on t'envoie lui parler directement. Alors, moi déjà, tu sais, Brahms, alors moi et Yahya, c'est des gens que j'ai connus quand j'étais en colonie de vacances. Parce que mon père, en fait, il était ouvrier chez Renault, à Boulogne. Et il y avait, tu vois, les colonies de vacances d'entreprise. Donc moi, je les ai connus en colonie de vacances. D'accord. Et bien plus tard, je me rappelle... Donc là, on parle de 7-8 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, vraiment gamin, tu vois. Et on avait bien connecté tout ça, etc. Tu vois. Et je croise Brahms au Divan du Monde, une salle sur Paris. Alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était mes débuts de l'affiche, tu vois, 94, un truc comme ça, tu vois. Et on se revoit au Divan du Monde comme ça et tout. Je fais ah non, un truc de fou et tout, non, et tout. Tu fais quoi? Et lui il me dit moi j'ai un groupe de rap, il s'appelle comment? Malek Al Mort. Quoi? Tu vois, moi je savais pas Steve Brahms de Malek Al Mort, tu vois. C'est pas l'époque où c'est pas l'époque d'internet, tu vois, voilà. Après, je dis, truc de ouf et tout. Et il me dit, et toi? Je dis, mais moi, je suis journaliste. Tu vois, je suis journaliste pour truc. Après, et voilà, truc de dingue. Et donc, voilà, Malek Al Mort, Booba et tout, ils étaient dans la soirée. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est connecté vraiment au tout début, la première fois, tu vois. Mais là, on s'est vraiment connecté. C'est quand après, ils intègrent Time Bomb. Parce que moi, au départ, quand je fais DJ Sec, il n'y avait pas encore Time Bomb. Et au tout début, et je me rappelle parce que déjà, on se connaissait déjà et tout. Et on se parlait au téléphone. Et Mars, il me dit, ouais, parce que tu as vu, là, on est en train de discuter par rapport à Lunatic. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est une dinguerie, obligé, tu vois ce que je veux dire? C'est obligé de les signer, obligé de faire le truc, tu vois. Donc, c'était comme ça que ça s'était goupillé au départ, à la coupe, tu vois. Vraiment en mode, on sort, on truc et tout ça. Mais vous n'avez pas forcément une relation privilégiée. Enfin, tu l'avais peut-être fait en interview à l'époque de Lunatic. L'interview après, c'est parce qu'on se croisait beaucoup. Tu sais, c'est une époque où tu vois, c'est encore petit, etc. C'est petit, on se croise, on se voit, ça truc. Des fois, il y a des freestyles, même dans la rue avec les Bustaflex. C'est vraiment un truc vivant. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où c'est très business, donc les gens se croisent pas vraiment. Tu vois. Là, tout le monde se voyait, tout le monde se croisait, tu vois. Donc, et après, donc il y avait la mixtape de Cut Killer. Donc, spécial Lunatic, donc il y avait des chroniques, des trucs et tout, mais pas encore d'interviews. Mais tu vois, les interviews arrivent au moment où, il n'y a pas vraiment d'interviews. En fait, à l'époque, Time Bomb, tout le monde sait qu'ils sont forts, mais ils sont aussi pas super aimés. On avance du coup dans le temps au moment où, donc la veille de la création de 45 scientifiques. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Civilisé sort, c'est Géraldo et Ali qui s'occupent de ça, tu vois. Booba, il venait de sortir de prison et tout, donc le morceau sort. Moi, je ne suis pas dans l'histoire. Il y a une autre personne dans l'histoire. Quand Booba il est à Bois d'Arcy, Ali, il est en mode, on est en train de convaincre Booba de monter 45 scientifiques, mais il ne veut pas.
parle-lui. Parce que comme on s'entendait bien, tu vois. Donc je dis, vas-y, je vais lui parler. Là, c'est même pas en mode journaliste. En plus, tu vois, il était à Bois d'Arcy. Moi, je suis un mec du 7-8, donc c'est pas loin de chez moi, tu vois. J'habitais pas loin d'une prison, en fait. En ami Exactement. de la famille. Donc je lui ai dit, ouais, vas-y, ça serait bien que tu montes le truc, tout ça, etc. Et là, il me dit, ouais, moi, je monte 45 scientifiques que si t'es dedans. Il me dit ça à un moment comme, tu vois, discussion, il me dit ça. Mais moi, je le prends pas, je prends pas au sérieux dans le sens où, je pense qu'il me dit ça comme ça, en fait, tu vois. Donc, j'en parle même pas à Ali, en fait. T'as vu, je suis en mode, ouais, non, bon, apparemment, c'est compliqué, c'est chaud et tout. Tu vois. Et Ali, il me dit, mais il m'a dit qu'en fait, il t'a dit qu'il était OK si toi, t'es dedans. Pourquoi tu penses qu'il avait forcément, enfin, pas forcément, mais qu'il avait vraiment envie que toi, tu fasses partie de l'aventure? Il avait décelé chez toi le côté organisateur, visionnaire, un truc comme ça. Bah, je pense que sur ce coup-là, il a été, tu vois, il sait très bien, il sait capter son truc, tu vois. Ouais. Moi, j'avais pas capté ça comme ça, tu vois. Donc, bon, je suis plutôt un mec carré déjà à la base. Sur la mixtape que j'avais faite, tu vois, j'avais fait vraiment carré. Tu vois, j'avais pris un beau studio pour le morceau Lunatic Arsenic, donc il m'avait lui taffé sur le truc et tout. J'avais jamais pensé, je m'étais jamais projeté plus que ça en fait, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à prendre le truc différemment. Et après, quand tu es avec l'équipe, tu vois, quand on développe 45 scientifiques et tout, voilà, tu rentres dans ce truc d'excellence en fait, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, je suis en mode laid back, hein. Je suis en mode, ouais, je fais mes articles, on verra un peu où tout ça me mène. Moi, j'étais salarié en même temps, donc j'avais pas de pression sur ça. Oui, bien sûr. Le premier gros chapitre, on va dire, à l'intérieur de ce chapitre 45 scientifiques, c'est Mauvais Oeil. Ouais. Donc le premier album de Lunatic. À l'époque, comme tu dis, on sait qu'ils sont forts, ils sont attendus, mais il y a toujours cette petite défiance parce que justement c'est un peu leur rap street, etc. Et que les gens, on n'est pas encore rentré dans cette décennie street, des street albums, etc. qu'on aura par la suite après. À ce moment-là, tu es en studio avec eux 24 heures sur 24, tu les accompagnes au quotidien. C'est quoi un peu les différentes attributions professionnelles? Alors moi, sur 45 scientifiques, en gros, je suis label manager. Okay. Ça veut dire, on organise tout, tu vois. Enregistrement studio, clip, tout, de A à Z. Donc je le fais avec Géraldo, en binôme avec Géraldo. C'est vrai que Géraldo, c'est un beatmaker. Donc lui, il est plus sur les prods à la base. Et sur le management, les deals, tout ça, etc. Okay. Mais vraiment, tu as vu, comme je suis plus carré, donc j'étais plus vraiment, tu as vu, sur l'organisation des trucs et tout. Et ouais, et donc du coup, tu as vu, comme on bookait les studios, ben, on était tout le temps au studio. Après, c'est pas H24, hein, parce que les gars savaient ce qu'ils voulaient faire. Donc quand on bookait les studios, on bookait la séance, le morceau, il sortait. Après, il y avait une autre séance qui se bookait, et ainsi de suite. Tu vois. Pas comme si, tu sais, t'as pas genre, des fois, tu as des gens qui font 6 mois ou 1 an en studio, où ça tombe comme ça et tout. Là, c'était sur une période donnée, parce que les mecs avaient déjà leur texte, avaient déjà écrit. Après, il y avait d'autres morceaux qui se sont rajoutés, qui se sont créés au fur et à mesure, mais il y avait déjà une première mouture, tu vois. Ouais. Puis Booba, il avait beaucoup écrit en prison, tu vois. Donc, il avait déjà beaucoup de textes. Donc, après, il n'avait plus qu'à caler ses prods, les textes sur les prods. Après, il a rajouté d'autres titres et tout ça, tu vois. Est-ce qu'il y a un morceau ou une séance studio même on doit être 23 ans à peu près, je pense, la période d'enregistrement, qui te choque encore? Est-ce que tu as un souvenir particulier, soit de la création d'un morceau, soit d'une soirée, d'une journée en studio, où vraiment tu t'es dit, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment? Ouais. C'est bien. Mais déjà dès le début, c'est-à-dire que dès les premières séances, les premiers morceaux, je savais que c'était ouf. Ça m'avait marqué. Il y a aussi Eliem, parce qu'en fait, Eliem, je savais que, tu sais, Eliem, il fait des prods. Et je lui dis, ouais, comme on cherche des prods un peu, on ne sait jamais si tu as des trucs et tout. Et il me dit, j'ai monté un collectif qui s'appelle Animal Son. Après, je dis, bon, ouais, c'est quoi cette histoire? Il me dit, ouais, et tout. Et en fait, il ramène l'intro de l'album. Et en fait, je me rends compte qu'il a monté ça avec Marc et Clément. Ça, quand les mecs, ils ont ramené ça aussi, ça a été une dinguerie et tout. Et ouais, donc c'était ouf. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée quand je vois les trajectoires de Booba et Ali après. Je sais qu'ils rappent ensemble depuis longtemps, le côté ombre, lumière, etc. Mais il y a tellement de lignes édito tellement différentes que ça se sent peut-être moins à l'époque, mais est-ce que toi, tu t'en rends compte à un moment pas des divergences artistiques, mais du fait qu'ils se complètent d'une certaine manière, mais qu'en même temps, on se dit qu'à un moment donné, il y en a un, il veut partir aux États-Unis et devenir le rappeur qu'il sera, et que Ali a une autre trajectoire. Est-ce que tu sens ces deux identités C'est pas aussi marqué que ça. Parce que, tu vois, cette dualité, c'est une dualité que tu retrouves dans les quartiers, tu vois. Souvent, tu as des mecs qui sont très gang, mais en même temps, ils ont une spiritualité, tu vois. Oui, bien sûr.
Donc, c'est vrai que ça ne se traduisait pas autant en rap et c'était pas aussi truc, parce que c'est un truc que tu vis au quotidien. Mais moi, je dirais plutôt que c'est vraiment le succès de Mauvais Oeil qui a été un marqueur, parce que du coup, ça figeait les choses. Tu vois, tant que c'était en freestyle, en truc et tout ça, bah, tu vois, c'était que artistique et tout. Et là, tout d'un coup, tu as le business qui rentre en ligne de compte, tu as le public aussi. Parce que tu vois, le public contribue beaucoup à scinder. Tu vois, il y a toujours ce truc où le public va dire, ouais, celui-là, il est plus fort que tous les autres. Tu vois, voilà, c'est mon préféré, tout ça, etc. Donc, tu as ce truc-là. Maintenant, moi, je ne me suis jamais dit qu'ils allaient se séparer. Mais non, plutôt qu'ils se complètent. Et effectivement... Toi, tu ne voyais pas ça à l'époque. Ouais, tu te disais juste, tu voyais plutôt du côté complémentaire, lumière, tu vois. Et après, mais par contre, tu ressens plus le truc le public qui demande un album solo de Booba. Tu vois, c'est plus comme ça que ça se... Et après, tu as vu, c'est un mélange, tu connais ce genre de situation, c'est un mélange entre le public tu sens cette demande du public, donc tu ne peux pas l'ignorer. Et puis après, le game, tout ça, etc. Tu as tout qui se mélange et ça crée un truc, ce genre de cocktail, tu vois. Transition rêvée vers le deuxième chapitre, à l'intérieur du chapitre 45 scientifique. Temps mort. À quel point il a attendu ce premier album solo de Booba? Tu me confirmes que c'est à cette époque-là, c'est tout ce dont on parle? Ouais, tout le monde attendait cet album solo de Booba. Tout le monde... Enfin, tout le monde. Encore une fois, il y a un décalage énorme entre le game et, quand je dis le game, c'est l'industrie de la musique, et le public. Au niveau de l'industrie, on a beau avoir fait un disque d'or avec Lunatic, l'industrie de la musique, donc les maisons de disques et tout ce qui s'y rapporte, ne croit pas en un album solo de Booba. Ça qui est ouf, c'est-à-dire, autant on a confirmé avec un disque d'or, on a un public qui nous a soutenus par rapport à ça, tout le monde a vu ce truc, mais après, nous, quand on retourne au charbon, l'industrie de la musique ne croit pas en disque. Et même d'ailleurs, à la fin, quand il y a eu la séparation et tout, et que je discute avec Warner, puisque c'est notre distributeur de l'époque, parce qu'il fallait des trucs pour clôturer le deal, tu vois. Et je leur dis, mais pourquoi vous n'êtes pas positionné sur la bonne solo de Booba? Ils disent, parce qu'on pensait que vous avez eu de la chance sur Mauvais Oeil. Donc ce qui change pour nous, c'est juste que on a les moyens de nos ambitions. Donc tu vois, on fait Repose en paix, on fait un super clip, on peut aller chercher les réals, on travaille encore plus à l'aise, on est encore plus à l'aise pour travailler, tu vois. Donc on masterise à New York, on prend le temps en studio, etc. On fait des belles campagnes, tu vois. Donc en fait, on ne se pose pas de questions, tu vois. On fonce, tu vois. Comme pour Lunatic, est-ce qu'il y a une séance studio ou un morceau sur Temps mort qui, pareil, où tu es là, tu es posé, tu assistes à ça et tu te dis, on est bien, on est en train d'écrire l'histoire, force à nous. Moi, de toute façon, dès que je passe pour écouter les morceaux et que je vois le niveau, tu ressors. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Regarde l'intro, par exemple. Je m'assois, je suis à Studio Bastille, il fait play, j'entends les gros des trucs. Mais tu sais, juste l'intro. Ouais. Tu vois, c'est fou. Pareil, l'intro de Lunatic. Moi, j'attendais beaucoup l'intro de Temps mort parce que l'intro de Lunatic, c'est tellement... c'est incroyable, tu vois. Et après, de toute façon, dans la plupart de ces albums, l'intro, ça sera vraiment une intro. Voilà, on sait où est-ce qu'on est, on sait où met les pieds. C'est ça. Là, il devient vraiment, tu vois, starifié, tout ça, etc. Donc là-dessus, le truc est fait, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, vous, en interne? Du coup, la séparation arrive assez rapidement, en vrai, après la sortie de l'album. C'est 2002, je crois, la séparation de 2003. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de 45 scientifiques, du coup, quelques mois après tout ça? Après, tu as vu, les relations se dégradent. On se rend compte qu'on ne peut plus travailler ensemble, tu vois. Et donc, ça nous amène à nous séparer parce que, tu vois, on sait que ça ne marche plus, tu vois. Donc, souvent, les gens, ils posent la question de « ouais, mais pour le business ou pour ceci », tu vois, c'est comme dans la vie de tous les jours, une relation amicale, tu vois, elle peut être aussi belle qu'elle puisse être. Si elle se dégrade et qu'elle se termine, elle se dégrade, elle se termine, tu vois. C'est même plus une question de business ou quoi, tu vois, c'était plus possible. Je pense que Booba, il avait aussi d'autres ambitions, d'autres envies, tu vois, parce que forcément, les trucs, ils se sont développés d'une autre manière, tu vois. Et après aussi, tu sais, c'est ton premier label, ton premier truc, tout le monde fait des erreurs. Avec le recul, je me rends compte qu'en fait, c'est une suite logique, tu vois. Parce que moi-même, après, je quitte 45 scientifiques, tu vois. Parce que, voilà, c'est pareil, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres trucs et tout. Et quand tu as d'autres envies, c'est pas que tu as changé ou que tu es quelqu'un d'autre, mais c'est que, voilà. Tu évolues. Voilà, tu vois. Quand je quitte 45 scientifiques, donc je te dis, je sais tout, je suis en train de réfléchir, je suis en mode... j'ai déjà le nom Olmed, je sais déjà un peu ce que je vais faire avec Olmed et tout.
Maintenant, moi, je suis un mec du 7-8, donc il y a des petits avec qui, que je connaissais déjà, je dis, je vais leur filer un coup de main. Et de fil en aiguille, les mecs me disent, ah ouais, t'as vu, nous, on bosse déjà avec Nico, on est déjà connecté avec Nico. Tu vois, parce qu'on est tous de la même région. Nicolas Anelka. Avec Nicolas Anelka. Mec de trappe. Exactement. Donc, quand ils me disent ça, pareil, tu as vu, je ne prends pas ça au sérieux parce que je suis en mode, allez, on fait les séances, on fait le truc. Je fais ça pour filer un coup de main. Ça me met en même temps dans le truc et tout ça, tu vois. On garde un peu la forme, tu vois. Et un jour, c'est Doug, donc l'agent de Nicolas Anelka, qui m'appelle, qui me dit « Ah, JP, c'est bien que tu bosses avec l'équipe et tout, parce que tu as vu justement, avec Nicolas Anelka, on veut développer ce côté label. » Tu sais, il avait déjà fait ces trucs un peu avec Doc Gynéco, avec Pete Bacardi et tout ça, tu vois. Donc moi, je suis choqué. Mais sauf que Doug, moi, je le connaissais parce que c'est quelqu'un qui vient de ma ville, directement, tu vois. Et à l'époque, quand il faisait, il allait faire sa formation d'agent de foot, je le croisais tout le temps en fait dans le train. On prenait le même train pendant une longue période, tu vois. Donc déjà, moi, je suis son petit, mais en plus, je le voyais souvent et tout ça, donc on discutait, tout ça, etc. Il me dit, ah, ça fait plaisir de te revoir et tout. Donc voilà, donc après, on s'est vu avec Nico, et puis c'est là que qu'on a monté le label Falton et qu'on a commencé à travailler ensemble, tu vois. Et voilà, bon, après, on n'a pas fait un super grand truc, moi. J'ai découvert vraiment la vie d'un footballeur superstar, lifestyle, tout ça, etc. C'était assez dingue. Et voilà, mais on a bossé quand même avec un artiste congolais qui s'appelle Werason. C'est ça. Voilà, qui est un gros artiste là-bas au pays, tu vois. Bah, on a enregistré tout le temps à Porte-Maillot. À l'époque, il y avait un grand studio. Et puis, bon, après, c'est plus marrant qu'autre chose parce que, tu vois, moi, il y a plein de trucs sur lesquels j'hallucinais. Du coup, à cette époque-là, Allmade, ça germe déjà dans ta tête. Il n'y a rien encore forcément, il n'y a pas encore la plateforme, le site internet, etc. Mais tu as déjà l'idée. Quand est-ce qu'elle germe cette idée? Est-ce que tu as une année à peu près? Et d'où vient le nom? En fait, quand je me suis mis off avec 45, c'est à ce moment-là que ça a commencé à germer. Et j'étais en mode un peu... Alors, malheureusement, je suis arrivé trop tôt, tu vois, mais j'étais dans un truc de créer une sorte de multiplateforme avec radio, télé, presse en ligne. Et donc, continuer dans le truc de médias avec l'outil Internet, tu vois, et en basant le modèle économique sur la pub. Donc ça, du coup, c'est la première bouture Allmade. C'est une plateforme sur laquelle tu fais une espèce de hub de pas mal de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà la vision de ce vers quoi tu veux aller par la suite? Alors, au départ, j'étais à fond sur ce côté média et je me suis dit, je vais reprendre la prod tranquille, je développerai des artistes, des trucs et tout, tu vois. Donc, comme le modèle économique, c'était compliqué, j'ai dit, bon, on va retourner au charbon. On remet les gants. Et là, je vois tout le truc de Tectonic qui arrive et tout. Et donc voilà, je dis, on va faire un DVD de cours de danse de Tectonic. Et parce que j'avais compris que c'était pas sur la musique que ça se jouait, mais vraiment, tu as vu, sur le côté danse et tout. Donc, c'est incroyable d'avoir cette idée-là quand même, en vrai de vrai. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'en chronologie, c'est pas encore associé à Driver? Si. En fait, et c'est même comme ça, parce que du coup, là, tu viens de raccorder les wagons. C'est bien joué. Alors, effectivement, tu as vu, moi, je suis sur la fin de mon truc, comment dirais-je, de mon truc de plateforme, etc. Je suis en mode, je vais commencer à me remettre en mode prod, tu vois. Donc, je parle avec Marc de Bomb Attack parce que c'est quelqu'un avec qui on se parle beaucoup, tu vois. Mais même avec Driver, on se parlait déjà beaucoup et tout. Mais je sais pas pourquoi on n'a pas percuté sur ce truc-là, tu vois. On se parlait tous sauf de ça, tu vois. Et Marc dit, mais attends, JP, il est là, il cherche une distrib et il maîtrise bien le côté label. Et toi, tu as ton label deal avec Pias, c'est Pias à l'époque, mais tu n'as pas de label. Ils bossaient ensemble, les mecs, tu vois. Et après, on se regarde, on se dit, bah ouais, en fait, tu vois. Et c'est là on a bossé ensemble sur le projet Self-Défense, donc la compile de Driver, et sur le DVD de cours de danse de Tectonic. Je savais que ce serait un truc que, tu vois, les gamins, ils prendraient pour pouvoir apprendre à danser chez eux, et que ça ferait l'objet d'un cadeau qu'on s'offre, tout ça, etc., tu vois. Et en plus, au même moment, les maisons de disques étaient en mode, on sort des compiles de musique de Tectonic, tu vois. Mais sauf que si tu ne sais pas danser, de toute façon, tu n'as même pas besoin du truc. Donc ça, c'était un format sur lequel je me disais, ça va le faire.
Spoiler alerte, le DVD cartonne. Ouais. Du coup, ça ramène des liquidités, en gros, pour pouvoir continuer à ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire de la production. Ouais. Et du coup, vous vous lancez à l'époque dans le chapitre Black End, c'est ça, dans la production. C'est ça. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on peut produire, qu'on peut avancer et tout. Et donc Driver ramène le rap à la maison et il me dit, j'ai un petit là, il tue tout. Il s'appelle Black End, c'est un mec qui vient de Bordeaux, tout ça, etc. Truc et tout. Et ah ouais, tout, il est chaud, truc. Donc on fait le rendez-vous. Et là, Black End, il fait écouter des trucs. Et là, je vois que je comprends le délire, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec le type d'artiste que je développais avant, tu vois. On est plus sur un petit en mode image très quinri. Le mec, il est bilingue. Le truc, il est plutôt solaire, tu vois. Alors que moi, c'était plutôt du dark et tout, tu vois. C'est vrai que la transition, elle est différente, tu vois. Mais moi, Driver, il m'avait fait Dolce Vita. Je me rappelle la première fois. Tu veux des anecdotes, je vais t'en donner une, tu vois. Envoie-moi de l'anecdote. Driver, il me dit, ouais, j'ai fait un morceau et tout sur Vita, tout ça, etc. Je dis, ah ouais, ok et tout. Quoi de neuf? Ah ouais, t'as fait un morceau sur Vita? T'as fait un morceau sur Vita? Ouais, j'ai fait un morceau sur Vita, il s'appelle Dolce Vita. Je commence à me décomposer après. Je me rappelle au téléphone, je lui dis, ça fait froid dans le dos ce que tu me dis. Parce que j'étais en train de me dire, moi, image 45 scientifique, street, tout ça, etc. Lui, il me ramène Dolce Vita. Et quand j'ai écouté le morceau, on a halluciné. Mais c'était... Après, il y a eu beaucoup d'anecdotes autour de ce titre-là, tu vois. Donc déjà, tu vois, c'était... Mais c'était aussi l'idée de... Tu avais amorcé un virage. Voilà, déjà, il y avait un autre truc qui était quand même assez différent, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, à partir de là, on sait que... Allez, là, on va faire du développement. Et ce que je te disais juste avant, tu vois, moi... J'étais prêt sur ça en fait, tu vois, de me dire on prend un artiste from scratch et on construit le truc, tu vois. Et j'ai envie de dire c'est ce qui me fait plus kiffer même, tu vois. Bien. Tu vois, de créer des trucs, de trouver ça, raconter une histoire, voilà, mettre en place un truc et tout, et quelque chose qui soit réel. Et voilà, et donc à partir de là, on a mis en place voilà, toutes les stratégies, tous les trucs pour développer Black End à travers notamment le côté freestyle, collab, live. Enfin, il a fait toutes les grandes salles parisiennes avant d'avoir signé en maison de disque, tu vois. C'est une aventure qui a duré 3 ans en gros. Ouais. Et qui s'est terminée pas super bien du coup par un communiqué, un départ de Black End du label. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du coup toi, il y a une fameuse vidéo de Driver que les gens connaissent de toute façon parce qu'elle appartient à ce qu'on appelle la pop culture. Comment tu vis ce départ-là? J'ai l'impression qu'il y a plus d'amertume, ou peut-être que c'était plus soudain, ou peut-être que c'était pas les mêmes artistes, donc tu le vis peut-être différemment. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai répété souvent, hein, c'est la première fois qu'on rencontre Black End. Et après, quand on fait le débrief avec Driver, donc Driver est là pour témoigner de cette discussion, il me dit alors qu'est-ce que t'en penses? Il me dit le gars est un tueur, on peut faire quelque chose avec lui. C'est un tueur, mais tu sais, on parle comme des producteurs, c'est-à-dire on sait que c'est pas complet, on sait qu'il y a des choses qui vont à travailler, à progresser et tout, mais on sait il y a un potentiel. Voilà, le potentiel et ce qu'on peut faire, tu vois, la vision elle est là. Après, je dis, par contre, lui, problème. Il me dit, comment ça? J'ai dit ouais parce que et donc je lui ai dit à un moment il dit mon goûter je détestais le couper en deux et après il me dit mais c'est qu'une rime et en fait tu sais il y a un truc dans le rap où ça ment pas en fait parce que c'est de l'art quand même tu vois ce que je veux dire et il y a sur toi on dit non sur ce que tu fais. Exactement et la phase je sais pas je pourrais pas l'expliquer comme ça mais il y a un truc où je savais que là c'était pas de la rime pour la rime ou de tu vois du truc et tout j'ai dit moi je garderai toujours un œil ouvert. Ça, c'était quand on est sorti du truc. Hein, tu vois, on était encore à Montparnasse. Je me disais, ça, c'est le truc. On me dit, t'es un ouf. Mais moi, j'y vais tout. Voilà, tu vois. Mais voilà, après, je dis, par contre, on va pouvoir faire des trucs et tout. Donc, tout le temps où je bossais avec lui, je savais que, voilà, à tout moment, c'est un peu le truc, tu vois. Okay. Mais bon, après, c'était pas méchant et tout. Et puis après, surtout, moi, j'avais du recul parce que je sais que ça fait partie aussi du truc. Tu as des aventures, elles commencent, elles s'arrêtent aussi et tout. Et voilà, il faut savoir juste composer avec. Et puis et là, c'est plus simple en fait, tu vois. Et donc, par contre, Driver, il était différent de moi sur ce question. Il était peut-être plus investi émotionnellement. Ouais, il était plus investi émotionnellement. C'est un artiste, ce sont des artistes et tout ça, tu vois. Donc comment ça se passe, c'est que, encore une fois, les relations se dégradent, tu vois. Mais
Pas au bout. Pas au bout. Faut pas que ça arrête. Ça doit sortir. Et plus ça va, plus le driver, il est distant un peu sur le truc et tout, tu vois. Et moi, j'essaie de le raccorder sur le truc. Mais il boude. Et quand le driver, il boude, et c'est pas le driver souriant que vous connaissez, tu vois. Non. On comprend en tout cas la blessure et on comprend d'où vient le... Ouais, parce que Drive, t'as vu, parce que Drive, il s'était vachement impliqué, tu vois. C'est-à-dire que sur le suivi de la direction artistique, c'était lui, vraiment, tu vois. Sur les premiers titres à maqueter et à présenter pour déclencher la signature, c'était lui. Et même, tu as vu sur Quintet MC2, au départ, il y avait un morceau, c'était un morceau de Driver, et sur lequel j'ai appelé, je dis, vas-y, donne le morceau à Kent, tu vois. Donc, il a carrément donné, tu vois, un titre qui était le sien, en fait, à la base, alors qu'il n'était pas censé le faire, tu vois. Et après, le rapport avec les artistes, c'est lui qui le comment dirais-je, qui le briefait, tu vois, pour tous les lives. Il était un peu DA, entre guillemets. Il était DA, et puis ça allait, tu vois, même sur le côté concert, tout ça, etc., tu vois. Alors que moi, je n'ai pas pris spécialement comme ça, parce que déjà, j'étais j'étais un peu prêt pour ça, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais déjà ce truc où le gars, je savais que... Donc, voilà, c'était... D'ailleurs, après, j'ai bossé avec lui chez Universal Publishing. C'est ça. On a encore fait des dingueries là-bas, tu vois. Et voilà, t'as vu, on sait, tu vois. Comment ça se passe, du coup, cette rencontre en fait, ce qui se passe, c'est que Marc-Antoine Moreau, nouveau directeur de Universal Music Africa, je le rencontre parce qu'à ce moment-là, on est en mode tech, tu vois, et donc on travaille avec Laura sur un logiciel de gestion de droits d'auteur. Laura Bui. Laura Bui, partenaire, associé. Moi, entre-temps, j'avais repris mes études, j'avais pris ce positionnement, j'étais à fond sur ce truc-là, tu vois. Et donc, je rencontre Marc-Antoine Moreau, boss d'Universal Music Africa, en mode, voilà, je te propose un module pour la gestion du publishing en Afrique. Tu vois, donc un truc vraiment adapté par rapport au terrain et tout, c'est un peu technique, voilà. Donc en gros, les artistes bénéficient de leurs droits. De leurs droits et tout. Mais là, c'était vraiment un module, à ce moment-là, ce que je propose à Marc-Antoine, c'est plus un module pour gérer le publishing. Donc ça veut dire les artistes, en gros, ils sont trucs, on récolte les droits d'une certaine manière et tout, l'outil permet d'automatiser tout ça, tu vois, mais adapté au terrain. Marc-Antoine revient vers moi et me dit, tu vois, ton truc, ça tue tellement qu'on ne va pas faire ce que tu proposes, c'est-à-dire te sous-traiter là-dessus, on va carrément te proposer un poste de directeur de publishing. Okay. Et tu restes basé à Dakar. Donc tu vois, il me fait une proposition que je ne peux pas refuser, tu vois, parce que moi, ça n'a jamais été mon rêve de bosser en maison de disque, non pas que je sois anti-major, mais c'est juste parce que tu as vu, quand tu as envie de faire tes trucs et que voilà, tu veux que ça déroule, bah, c'est plus simple si tu fais. Mais là, il me propose un truc, je ne peux pas refuser, tu vois, tu rentres dans mon bled. Donc voilà, et donc c'est comme ça en fait que je me retrouve à revoir en fait Black Ken, qui était déjà lui chez Universal Africa. Je m'en fous, moi je suis là pour faire mon truc et tout ça, donc on a quand même bossé ensemble sur des artistes et tout ça, et voilà. Pour rester sur Allmade, ça deviendra par la suite vraiment une plateforme pour beaucoup de choses. On a parlé de l'aspect technologique, il y a après l'aspect de production audiovisuelle qui sera développé. Vous allez faire de la coprod sur des courts-métrages. Il y a vraiment tout plein de différentes activités qui sont accolées à Allmade et dans lesquelles maintenant tu fais partie. C'est quoi la suite après, le chapitre d'après? Je ne sais pas si je rate une étape avant de parler de 9-2i, Africa, etc. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'en vrai, tu as développé ça en dehors de la musique, c'est-à-dire que tu t'es lancé dans la production visuelle, etc. Alors, déjà, c'est bien que tu poses cette question à ce moment-là parce que ça me permet de recentrer un peu les choses. Allmade, c'est un nom qui m'est venu tout de suite parce que ce côté s'intéresser à tout et tout faire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je veux tout faire dans l'absolu et être autosuffisant, c'est qu'il y a plein de sujets et de domaines qui m'intéressent et qui sont en interaction et qui interagissent les uns avec les autres. Et plus le temps avance et plus finalement ça m'a donné raison, tu vois. En fait, en gros, dans l'industrie, tout est cloisonné. Quand tu es directeur de label, tu es directeur de label, directeur de publishing, tu es sur son couloir et ainsi de suite. Mais moi, je suis une vision 360 parce que je suis indé et qu'on a quand même travaillé à haut niveau. Donc, il y a plein de subtilités, de trucs et d'interactions entre les domaines sur lesquels je peux faire des liens, là où d'autres vont avoir une vision cloisonnée de l'histoire, tu vois. Donc, je vais avoir une vision plus globale. Dans ça, il y a la partie audiovisuelle. Partie audiovisuelle, Laura, j'ai rencontré à la Cité du Cinéma,
Et à la base, elle a une formation vraiment littéraire, etc. C'était à ce moment-là, c'était au moment où justement je proposais déjà à la Cité du Cinéma des projets audiovisuels mêlant audiovisuel et musique avec le côté urbain, etc. Donc sur cette partie audiovisuelle, c'est vraiment piloté par Laura, qui est en fait aussi bien scénariste que productrice à part entière, avec finalement un peu tous les corps de métier. Et après, il y a d'autres projets sur lesquels on est sur de la prod, on est producteur, etc. Donc je ramène aussi le côté business, les contrats, les choses comme ça. Après, on fait des deals et donc du coup, on fait des projets audiovisuels aussi. Puis surtout, on a bien bossé sur On refait le rap. Ouais. Donc on refait le rap, c'est un concept que j'avais déjà avec Olmed, mais je veux dire Olmed première version. Là, c'est une émission. Celle donc avec Cachin, Dachour voilà. Et Cher de Get Busy. Donc on faisait ça déjà sur Olmed. Ensuite, donc les émissions positionnement de driver en mode storyteller et tout. Donc sur Olmed, c'est vrai qu'à la base, c'est DA, tout ça, etc. Mais moi, ce truc de storyteller, je me suis dit, ça, tu vas cartonner avec ce truc-là, tu vois, parce que la façon dont je te raconte les histoires, il va y avoir un truc. Et chanter bien aussi, tu as vu ce truc de sentir un peu l'air du temps. Tu sens bien que les gens sont avides des anecdotes, des comment ça se passe. On arrive à une ère où on peut commencer à raconter nos faits d'armes. Voilà. Et puis raconter, tu vois, tous ces trucs qu'il y avait à l'époque, tu n'as peut-être pas forcément aujourd'hui, où c'est plus, tu vois, plus fou, quoi, tu vois. Il y a l'aspect voilà, storyteller, truc, tout ça, etc. Aujourd'hui, Driver, il fait featuring, Roll Like Driver, etc. L'aspect tech, parce que ça, c'est un truc, moi, que j'ai toujours kiffé. J'ai toujours eu un côté un peu geek et tout. On va en arriver à mon dernier chapitre, du coup, qui est ce qui t'occupe aujourd'hui. Enfin, là, 20 ans après, les retrouvailles avec Booba sur 9 de I Africa, du coup, où j'ai l'impression qu'en fait, c'est une espèce de suite logique à ce que tu me dis là, sur ton travail que tu faisais déjà en Afrique, lui, son rapport avec l'Afrique, je sais pas, DKR, il y a tellement de choses qui fait que ça paraît super naturel. Comment, c'est quoi la rencontre, les prémices de cette construction, de cette nouvelle collaboration avec Booba? Ok, donc moi je suis installé à Dakar depuis 2017, tu vois, donc je faisais beaucoup d'allers-retours pour installer mes projets depuis 2014. Mais vraiment, en 2017, c'est là que je me suis installé officiel à Dakar tout le temps. Je fais des allers-retours, bien sûr, tu vois. Et là-bas, je travaille avec notamment un premier gros artiste sénégalais, qui s'appelle Dibdou Douguis, les Toufan, que j'avais signé chez Universal Africa. Donc, je les avais signés chez Universal Africa. Après, quand j'ai quitté Universal Africa, je continue à travailler avec eux. Et voilà, donc avec cet artiste, Dibdou Douguis, qui est basé au Sénégal, qui est numéro 1 là-bas, tout ça, etc. Je mettais en place des deals avec des partenariats, avec des marques, des trucs, tout ça. Donc je continue dans mon truc de marketing, tu vois, et de l'internationaliser. Donc mon rôle, c'est vraiment ça, c'est partenariat marque, premium, endorsement et internationaliser l'artiste. Et puis je repère un petit artiste là-bas, il s'appelle Dope Boy, qui fait partie du collectif de Deep. Et quand j'écoute, je me dis, putain, il a vraiment un truc, j'écoute son projet, j'écoute. Et j'ai un truc, il rappe en français aussi, Roll Off ses punchlines, c'est vraiment une dinguerie. Il a vraiment le sens de la mélodie et tout. Donc je signe en septembre 2020, je crois, ou 2021. En décembre, on sort son projet. Donc quand on sort son projet, on sort un titre qui s'appelle Dakar Drill. Et en fait, on a un bon succès d'estime, tu vois, sur le morceau. Et j'ai pas mal d'artistes français qui me parlent de Dope, tu vois, qui me disent « Ah, ton gars, il est bien, j'ai vraiment envie de faire un feat avec lui, tout ça. Aussi, t'as besoin d'un coup de main sur un truc et tout. » Et déjà, ça commence par Booba qui poste le clip de Dope Boy dans sa story. Donc moi, ça faisait plus de 20 ans que j'avais pas de nouvelles de COP et tout. Il y avait zéro news. Zéro news. Moi, j'avais plus du tout de nouvelles. On m'envoie en fait le fait qu'il ait posté dans sa story et tout ça. Je me dis ah cool, mortel et tout ça, tu vois. Et une fois qu'il a posté, je reçois un appel en fait d'Universal Africa qui me disent Booba, non, on est en train de lancer le label de Booba, 9 Africa et tout. Et moi, je suis surpris, je ne comprends pas, je suis dehors, je ne comprends pas pourquoi on m'appelle, je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça non plus et tout ça. J'avais vraiment pas le lien du truc, tu vois. Booba, pour moi, il est à Miami, il est sur les trucs et tout. Après, il dit, Booba, il est intéressé par ton artiste. Et moi, tu as vu, j'ai Deep et j'ai Dope. Moi, je suis dehors, il y a les klaxons, c'est Dakar, c'est le bordel et tout. Donc moi, je crois qu'il me parle de Deep au départ, tu vois. Et après, on parle pendant 15 minutes avec la personne et elle me dit, non, mais... Après, elle dit, mais Deep quoi? Après, elle dit, non, tu comprends rien à ce que je te dis. Je dis, non, je comprends pas ce que tu me dis en fait. Elle me dit, Dope.
Et je suis étonné parce que moi, je venais tout juste de signer Doughboy, tu vois, on venait de sortir le premier clip, on venait tout ça. Et il me dit, voilà, donc on a dit à Booba, il nous a parlé de ton artiste, on lui a dit que tu étais derrière, il a dit qu'il n'avait pas de problème à bosser avec toi et tout, tu vois. Mais nous, Booba et moi, quand on s'est séparés, il n'y a pas eu d'histoire, d'embrouille, de trucs ou quoi, tu vois, c'est juste on a pris des routes qui étaient différentes. Moi, j'étais plus parti du côté de Geraldo et Ali, mais voilà, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait un projet 9D Africa, je n'imaginais pas ça et je ne l'ai pas fait pour ça non plus. Et donc j'ai été surpris et surtout j'ai trouvé que c'était intelligent de sa part, tu vois. Parce que ça permettait de se rabibocher et tu vois, c'est une bonne chose en vrai, tu vois. Déjà ça, j'ai trouvé ça fort, tu vois, de sa part. Et ensuite, c'est vrai que lui donne la force sur le Sénégal comme ça parce que il a toujours été proche, comme tu le dis, on le voit dans ses textes, dans son truc, dans son lifestyle et tout. On était à Dakar ensemble, on est dans des vacances et tout ça, tu vois. Donc je sais qu'il a toujours eu ça, il connaît super bien la musique sénégalaise, tu vois, etc. Donc j'ai vraiment, pour le coup, été surpris, tu vois, au sens propre du terme, en mode pas prêt, quoi, tu vois. Du coup, donc ça, c'est le chapitre qui nous occupe le plus et je pense qui t'occupe principalement aujourd'hui. Ouais. C'est de développer donc au sein de ce label-là, de cette alliance All-Made Booba, de nouveaux artistes. Ouais. Donc on a parlé de Doughboy. Il y a une chanteuse qui s'appelle Jolie, tu vois. C'est ça. Exactement, qu'on a au départ sorti sur All-Made, sur lequel on a fait un partenariat avec une styliste qui s'appelle Adama Paris pour mettre en place un positionnement mode et musique. Okay. Encore une fois, tu vois, sur tout l'aspect visuel, tout ça, etc. Tu vois, Laura, elle a apporté beaucoup. Elle m'a accompagné en fait, c'est même pas qu'elle a... Tu vois, c'est des choses qu'on fait vraiment complètement ensemble. Tu vois, je fais écouter des sons à Driver, il me donne un peu son retour par rapport au truc. Driver lui-même est camerounais, donc il y a des choses sur lesquelles, tu vois, on fait des choses et tout. Et du coup, sur le positionnement, sur l'artistique, sur le truc, on sait qu'on avait quelque chose de vraiment puissant. Je travaillais aussi avec un beatmaker qui s'appelle Lou d'Afrique, qui est un mec hyper talentueux. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la prod du morceau Dragon de Booba. D'accord. Donc, tu vois, Booba, il valide les sons, les trucs et tout ça. Il place des sons aussi chez Booba, tu vois, sur les trucs et tout. Au final, ça crée un cercle vertueux de collaboration. Exact, tu vois. Et là, maintenant, à partir de là, maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, tu vois. Bah, du coup, voilà, on va en arriver à ça. Pour conclure, entre guillemets, la vitesse supérieure et les projets 2024, en gros, pour toi et pour All-Made, c'est quoi? Alors, déjà, 9D Africa, c'est un gros sujet. Continuer à bien développer les artistes, etc. Et c'est là que c'est le début, en fait, tu vois. Donc, on va tout construire là, maintenant, même si on a commencé à sortir les projets, mais on a beaucoup de choses en tête. L'audiovisuel avec Laura, c'est quelque chose sur lequel on est déjà, mais qu'on va renforcer encore plus. Donc, on a un gros projet là, 2 gros projets là qui sont calés, tu vois, et d'autres trucs qui vont arriver. On développe des fois des artistes un peu en France, tu vois. Là, on a bossé aussi sur Jazz, un mec du 78. On a sorti son projet aussi. Je travaille avec... enfin voilà, on fait... Je viens de me rappeler là que vous aviez rebossé sur Nubi aussi. Oui. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Non, Nubi, lui, il a complètement arrêté. Ok, d'accord. Mais je l'avais poussé parce qu'il a fait un mini comeback. Voilà. Et comme toi, en bon amateur de rap, exactement. C'est Nubi, bordel. Exactement. Okay. Et Nubi, par contre, lui, il a vraiment effacé son disque dur. Et là, j'ai des titres de Nubi, là, qu'il a complètement effacé, des derniers qu'il avait fait, vraiment des black album de Nubi. Un black EP. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Toujours le côté tech. Donc, sur le côté droit d'auteur, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis après, d'autres trucs du côté de la tech. Et puis là, je vais commencer à mettre en place le podcast. Tu vois, il y a un podcast sur lequel je dois bosser depuis un moment. L'album de Dip Doundou Guiss, qui est le premier artiste là, du Sénégal, c'est un album qui est hyper attendu là-bas. Ça, c'est un gros sujet pour moi. J'ai l'album de Toufan, dernier album avec Universal Africa qui va sortir. J'espère que je suis clair en fait. Non, c'était très clair. Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci. On est arrivé jusqu'au bout. On a réussi, ça fait 2 heures, on a fait le Seigneur des Anneaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire.